Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au sommaire. L'ex-vice-président du Front populaire ivoirien, débouté par la justice ivoirienne, le tribunal a jugé sa plainte non fondée, affirmant qu'il n'y avait pas de justification légale à une suspension immédiate du Congrès. Le point de la suspension des salaires des 26 fonctionnaires meneurs de la grève sera également au centre de nos débats. Et enfin, pour terminer, plus de 400 milliards de francs CFA à débloquer par le gouvernement au titre des revendications des syndicats pour la prime d'incitation. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Et en seconde partie de ce temps d'antenne, nous aurons à prendre langue avec Maître Florence Loane Meussan-Florence, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire, avocate spécialisée en droit bancaire. Et on parlera justement du rôle des avocats dans la protection des droits humains en Côte d'Ivoire. Voici donc, messieurs et dames, l'agenda de notre projet de ce soir. Bonsoir Daouda, merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout, bonsoir chez vous. Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle, je me permets en tout cas de faire un coucou à tous nos frères de la diaspora. J'ai pris l'engagement hier devant eux. Ils ont estimé que j'avais été un peu très virulent il y a quelques semaines à leur endroit. Je tenais à leur demander pardon, à leur présenter toutes mes excuses. Mon intention n'était pas de les blesser et de leur dire que je les porte fortement dans mon cœur. En tout cas, merci pour ce que vous faites à l'extérieur et le fait que vous portez haut le flambeau ivoirien. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Élisée. Justement, ces mots vous grandissent davantage. Pascal, bonsoir, merci d'être là ce soir. Merci beaucoup Christelle, bonsoir à vous et puis bonsoir à tous les téléspectateurs. Herman Aboua, merci d'être là encore une fois ce soir, bonsoir. Merci. Après ce beau rétro-pédalage d'Élysée, je pense que... Oh là là, c'est lui, il voit tout, hein, C'est le contexte. Messieurs, ça augure d'une très bonne émission. Justement, on reste avec vous Herman, parlons donc du Front populaire ivoirien. 2 procédures engagées, un jugement déjà connu, la justice ivoirienne dit non à Dagogo des Pierres, justement. Votre réaction sur ce sujet? Moi, je pense que, d'abord, pour moi, lorsque Dagogo des Pierres lui-même, candidat, quand il se présente candidat à un congrès électif et que quelques jours après, il assigne pour une suspension de ce même congrès, ou bien pour une autre suspension, pour une autre assignation en annulation. L'annulation, bien sûr. Congrès, je trouve qu'il y a quand même une petite incohérence là. Mais je dis que si on regarde la décision de la justice qui est l'actuelle, qui est factuelle, qui déboute un peu Dagbo Godé pour l'assignation, pour la procédure d'assignation en suspension du Congrès, il n'y a pas de logique que la deuxième étape, qui est donc demain, l'assignation en annulation, que cette même justice-là déboute encore la partie d'Agbo Godé Pierre, parce qu'on fait le constat que... Sur quoi vous fondez justement pour dire que demain il pourrait être débouté, justement? Parce que Dagbo Godé Pierre, lui, il se base sur certains articles, notamment l'article... les articles, attends, rapidement, je vais regarder mes notes. Les articles 23 et 28 qui permettent qui autorisent le secrétariat général de convoquer le Congrès. C'est cela. Or, dans les mêmes statuts, il y a l'article 32 qui donne compétence au comité central, qui est le deuxième organe central de décision du Front populaire ivoirien après donc le Congrès, qui a compétence aussi de convoquer le Congrès. Donc sur la base de cette lecture-là, je crois bien que c'est ce que la justice a regardé et a estimé que l'assignation en suspension du Congrès ne peut pas être valable, ne peut pas être fondée. Donc demain, si les gens vont sur la base pour l'annulation, il n'y a pas de logique. Selon vous, la logique serait que... Voilà. Oui, c'est ça. À moins que la justice même se fourvoierait. Mais je crois que la justice a déjà lu les tests et a débouté Dagbo Godé Pierre pour l'assignation en suspension
Donc on verra bien demain. On verra bien demain. Pascal, quel est votre postulat, justement? Oui, avant d'en arriver à mon postulat, ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur la fin du propos de notre ami Herman. Je veux dire, la justice ne se fourvoierait pas, elle reste souveraine de ses décisions. Elle peut décider qu'en suspension, ce n'est pas au regard des pièces qui lui ont été fournies, au regard de l'analyse de la situation, elle reste souveraine et que demain, ce n'est pas forcément ce que nous pourrions estimer être une suite sur les mêmes logique, textes, parce qu'il a parlé des textes, voilà, justement. Oui, mais parce qu'elle a pris le temps des textes, mais aussi le temps de l'analyse de la situation, des pièces qui ont été déposées par le requérant. Donc, il me paraît tout à fait possible qu'elle aille dans un sens comme dans l'autre. C'est ce qui fait tout son charme, c'est son indépendance au regard des compétences et de ce qui lui est... de l'analyse de la situation de façon froide et distanciée. Maintenant, sur la question même, moi, je la regarde sous le prisme de la relation qu'il y a eu entre les deux hommes. C'est une relation forte parce que Afin Guessan, Premier ministre, c'est Dagbo Godé Pierre, ou Pierre Dagbo Godé, qui est son directeur de cabinet adjoint. Tout à fait. Ces deux hommes ont eu des relations fortes. La preuve, il y a déjà eu un premier départ. En 2010. De Maître Dagbo Godé. Oui, de Maître Dagbo Godé du FPI, on s'en souvient. Et il disait à l'époque que c'était, je remets dans le contexte, grâce au professeur Ouraga Obour, qui avait eu reprise de langue entre les deux. Et lui-même, à l'époque, dit, et il le dit parfois dans ses postes, que ceux qui ne reconnaissent pas leur erreur sont, entre guillemets, petits, parce que la grandeur d'un homme, c'est de reconnaître. Alors pourquoi vous mentionnez justement le point qu'il était déjà parti, revenu Je au mentionne FPI. ça parce que Rebelote, il repart. Il repart, cette fois-ci, il n'est pas seul. Il y a aussi Isiaka Sangaré, qu'il faut le souligner, a quitté, enfin, aide de la dissidence, parce qu'ils ont dit on crée un mouvement, mais on reste au sein du FPI. On crée un courant. On crée un courant. Là où je rejoins Herman, c'est que c'est un petit peu contradictoire de s'annoncer candidat, de déposer sa candidature à la présidence du FPI, et en même temps de demander à la justice de suspendre l'instance qui pourrait faire de vous le président de cette formation et d'appliquer ce que vous estimez être la vision qui doit être maintenant la sienne. Aussi, je peux comprendre que ce qu'ils interprètent comme les atermoiements, les valses, aller-retour de ce qu'ils appellent comme ça du président Afin Guessan puissent les avoir échaudés et qu'eux voudraient impulser une ligne différente. C'est leur droit. Mais alors qu'il reste dans le cas, puisque lui-même, il est avocat. Très bien, merci beaucoup Pascal. Alors Daouda, justement, alors vous donnez votre point de vue, mais in fine, comment est-ce que vous voyez le Front populaire avec à l'intérieur le courant démocratie et valeurs? Pourra-t-il faire front justement pour les élections de 2025 et avoir un candidat, enfin, la sérénité au parti? Votre regard, Daouda? Bon, sans forcément chercher à revenir sur ce qui a été déjà dit. Tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le FPI est en train de se vider plus ou moins de sa substance. C'est-à-dire? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que déjà, dans le conflit entre Laurent Gbagbo en son temps et Pascal Afin Guessan, le FPI a perdu des plumes. Aujourd'hui encore, rebelote, nouveau conflit entre Pascal Afin Guessan et ses camarades avec qui il était hier pour se battre contre M. Laurent Gbagbo, forcément, il va y perdre des plumes. Et quand on sait que nous sommes à 1 an, pas dire moins d'1 an des élections, comment est-ce que tu peux compter dans le débat politique quand tu es en train de perdre tes valeureux lieutenants qui ont pignon sur rue dans leur région, dans leur commune? C'est difficile. Mais est-ce que justement ce que la justice vient de faire, est-ce que ce ne soit pas raffermir un peu justement l'unité au sein du parti, Daouda? Non, je ne pense pas parce que déjà il y a un désaccord. Il y a un désaccord profond parce que c'est vrai que pour Herman et pour Pascal, il y a comme une dichotomie entre ce que M. Dagbo Godé fait et ce qu'il dit. Mais moi je dis, ils se sont plaints dès le départ du fait que M. Pascal Afin Guessan violerait les textes du FPI. Et ce n'est pas parce qu'il viole que, bon, il ne va pas aller, comment on appelle ça, il ne va pas poser sa candidature. Donc je pose ma candidature, je dépose ma candidature, mais après je t'attaque en justice pour qu'on règle le problème. Herman a parlé de la cohérence justement de l'action. Pour moi, il n'y a pas une question, il n'y a pas d'incohérence. Si on est sur le plateau ensemble, j'estime qu'il y a des actes que tu poses qui ne me plaisent pas. Mais on doit aller compétir. Mais je peux aller porter plainte devant les juridictions pour qu'on règle le problème. Mais en attendant qu'on règle le problème, je peux porter ma candidature.
Pour ne pas qu'après, quand on finit ce problème, ils disent que le délai des candidatures est passé. Ah, très bien. Il y a toutes ces problématiques-là qui sont là-dedans, il faut ça. pouvoir jouer sur tout Très ça. bien. Mais ici, de façon claire et nette, moi je le dis, Oui. le FPI est en train de lui-même se fragiliser, de se saborder à un an des élections. Je pense que tout ça, ce n'est pas nécessaire. Tout ça, c'est pas nécessaire. Très bien. Élisée, qu'en pensez-vous justement? Était-ce nécessaire? Ben, je lis déjà hein, le délibéré, ou du moins le verdict du tribunal. Le tribunal a jugé la plainte donc, de M. Dabo Godé non fondée, affirmant qu'il n'y avait pas de justification légale à une suspension immédiate du Congrès. En d'autres termes, la justice estime que la tenue du Congrès ne présente pas de risque nécessitant une décision d'urgence. Quand je finis de dire ça, je me dis que ça ressemble très pour très à un chapitre qu'on a vécu ici pendant le mois de décembre 2023. Écrit par qui ce chapitre? Ben, écrit par le PDCI. Et c'est un cadre de ce parti qui avait saisi la justice pour demander qu'on reporte le Congrès. Ah oui, à on s'en l'époque. souvient. Voilà, Ouais, vous on vous en s'en souvenez. souvient, oui, tout à Et fait. on a vu tout ce qui a prévalu durant ce moment-là jusqu'à ce que finalement, au dernier moment, il retire cette plainte-là et que le Congrès puisse avoir lieu. J'ose espérer qu'on aboutira également à un tel dénouement de la part de M. Dabo Godé et de son groupe, parce que je dis et je le répète, vous ne pouvez pas avoir embarqué des millions d'Ivoiriens dans une vision que vous avez portée pendant des années au sein du Front populaire ivoirien, à savoir que vous êtes le parti du dialogue, le parti asseyons-nous et discutons. Voilà. Donc ce parti-là, et les Ivoiriens vous ont suivi justement parce que vous leur avez vendu ça. Voilà. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir leur dire que vous n'êtes plus asseyons-nous et discutons, mais vous êtes maintenant, on va régler la justice. Il y a un problème, ça ne va pas. Il n'y a pas de cohérence en fait. Je peux comprendre qu'on peut être, sur la base des ressentiments, vouloir vraiment intenter un certain nombre d'actions en justice, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Je dis toujours, d'où on est venu pour être là où on est aujourd'hui. Ils ont traversé tellement d'épreuves ensemble. Je pense qu'en mettant ça dans une balance, ça a plus de poids que des ressentiments sur la base du fait qu'on n'est pas d'accord sur une idéologie de partenariat. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'il faut regarder de près. Voilà, et je voudrais vraiment en appeler au bon sens. Et excusez-moi du terme, je ne vous injure pas, Monsieur le Président Pascal Affi-N'Guessan, mais et aussi de M. Dabo Godé et tous les autres, il faut que vous puissiez trouver l'opportunité, l'occasion de vous asseoir et puis permettre à tous ces millions d'Ivoiriens ou milliers d'Ivoiriens qui vous ont porté durant tout ce temps-là de croire que vous ne leur avez pas vendu de l'illusion durant toutes ces années, mais que vous avez la capacité à travers le dialogue de trouver des consensus. Très bien, merci beaucoup Élisée. Alors justement, Herman, dans l'argumentaire de Pascal, elle semblait dire non, il n'y a pas d'incohérence. Daouda également l'a dit, il n'y a pas d'incohérence. On peut poser une action en attendant que la chose se décante et voir si on est retenu candidat, mais in fine, comment ramener la sérénité, la stabilité quand on sait que le courant démocratie et valeurs a prévu justement de faire des tournées justement pour aller expliquer un peu leur vision et autres aux militants. Est-ce qu'on n'arrive pas à une scission, à une division au niveau des militants, Herman? Pour répondre déjà à la préoccupation de Pascal. Quand je parle d'illogique, si on se base carrément sur les tests, sur l'appréciation des tests. Tout à l'heure, on a même mis les tests là pour que les Ivoiriens voient. Oui. Dabo Godé, son assignation en suspension et en annulation après, c'est basé sur la capacité pour lui, l'incapacité pour lui, selon lui, le Congrès est convoqué par le secrétaire général, le secrétariat général uniquement. Or, dans les mêmes tests, il y a que l'article 32 nouveau donne compétence à son alinéa 5, donne compétence aussi au Congrès et au comité central de convoquer voilà. le Congrès. Donc, si c'est sur cette base et que la justice regarde, parce que la justice, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la conformité d'une association, un groupement de formation politique. On est là, on regarde vos tests, on délibère en fonction de vos tests. Donc, quand je dis illogique, que la justice aujourd'hui, demain, vienne, comment on appelle là, remettre en cause ou bien autorise la tenue du Congrès, mais sur la base de quel test? Du moment où le comité central a compétence aussi de convoquer un congrès. Donc, on ne peut pas annuler un congrès parce que, bien évidemment, la justice va forcément regarder les tests. Et je pense bien que c'est ce que la justice a déjà fait. Et puis, on est arrivé à un non fondé concernant la suspension. Donc, logiquement, on doit aller vers une annulation à moins d'une catastrophe. Maintenant, mon point, quelle annulation? Non, il parle du 31 de demain, la seconde procédure. Qui a été non fondée. Demain, il aura
le procès sur la demande l'assignation pour l'annulation du Congrès. Très bien. Alors, Herman, in fine, mon point, c'était maintenant sur les militants, puisqu'on sait que le courant auquel appartient l'ex-vice-président, ils iront du moins, le courant ira en campagne, au Front populaire voir ivoirien. les militants. Le Front populaire, quand on dit Front populaire ivoirien, c'est plusieurs courants qui font front dans un parti politique. Donc, c'est prévu dans les tests, je crois bien, et ça, je ne crois pas que les dirigeants du FPI en veulent à des militants qui créent un courant au sein du Front populaire. Lorsqu'on sait que c'est sur fond de dissension, Herman. Oui, maintenant, c'est leur capacité. Maintenant, c'est comment est-ce que la direction va communiquer à sa base pour pouvoir peut-être freiner cette tournée-là. Mais ça revient. Mais c'est là qu'il faut voir les épreuves de force. Est-ce que le courant porté par Sangaré et Isaka Sangaré est plus dominant en termes de rassemblement de la base? On verra bien. Très bien. Comment est-ce que la base... On va écouter Pascal et ensuite Daouda, oui, votre point là-dessus. Oui, non, mais il ne faut pas être naïf. On sait, par exemple, qu'au sein de partis comme le PDCI, il y a des courants, il y a des mouvements, mais tout ceci est encadré, se fait d'un esprit bon enfant, au RHDP aussi. Un courant qui s'appelle une dissidence, et je cite bien les initiateurs du mouvement, et qui décide de faire une tournée, ne soyons pas naïfs. Ce sont les prémices pour installer... tous les points divergence, voilà, merci, tous les points de divergence qui existent. Donc la direction ne va pas cautionner une telle mission. Pour moi, il faudrait justement aller dans le sens qu'Élisée a dit. Il faut appliquer les règles même, la vision même de ce parti-là qui... il faut se rappeler des bases, en fait. Qui nous parlait de nous asseoir et de discuter. Parce que de toute façon, à moins d'un an des présidentielles, il y a comme ça des turbulences qui sont en train de secouer deux ou trois grands partis. Le PDCI a connu ces turbulences et je pense qu'elles vont arriver. Nous devions recevoir un des cadres du PDCI ici qui ne viendra, qui finalement voilà. ne viendra pas. Mais on a les germes aussi de ce que vont être ces turbulences-là. Et aujourd'hui, le FPI... Finalement, quand on regarde, on est en train de partir aux élections présidentielles en 2025, mais les partis eux-mêmes ne nous enseignent pas ce qu'ils disent que nous devrions être, c'est-à-dire un peuple qui reste focus sur des programmes de gouvernement et non sur des hommes et leurs dissensions. Très bien. Daouda, est-ce que toutes ces dissensions, toute cette atmosphère fera-t-il le lit du RHDP en 2025? Quel est votre point de vue? Moi, je n'ai pas envie de me leurrer et de me voiler la face. Parce que quand je regarde ce qui se passe au FPI, il y a un combat entre deux camps. C'est qu'aujourd'hui, je le dis de façon froide, c'est qu'aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan veut sûrement rejoindre son père, Laurent Gbagbo, au PPACI. Dans ce qu'on a appelé l'appel de Benoît. L'appel de Benoît, oui. Parce que hier, Katina nous disait ici, très bientôt, le secrétaire ou le président aura la lucha de nous dire ce qu'il y a à faire. Première chose. La deuxième chose, ce qui se passe, c'est que techniquement, il y a l'autre camp qui ne veut pas, ne veut pas quitter le RHDP, qui dit veut aller rester dans le partenariat avec le RHDP parce qu'il estime que... Qui est le cœur, en fait, du problème. Qui est le cœur du problème. Ouais. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Donc, comme je le disais tantôt, le FPI sera fracturé et il sera vidé. Pensez-vous que ce courant, Daouda, justement, ira se mettre à côté du RHDP pour la campagne? Enfin, on essaie de faire de la fiction, mais pensez-vous que cela pourrait exister? Est-ce que ça n'a déjà pas eu lieu en Côte d'Ivoire ici? Ça a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire ici avec le PDCI. Est-ce qu'il n'y a pas un courant du PDCI qui s'appelait PDCI Renaissance qui est parti au RHDP? Donc aujourd'hui, pourquoi il n'y aurait pas un courant démocratie et valeurs qui va aller encore au RHDP pour les élections? Mais pour répondre à votre question, Christelle, quand on regarde la démarche, hier on en parlait à M. Katina, il y a comme une forme de cacophonie au niveau de l'opposition ivoirienne qui va dans tous les sens. Déjà, en interne de certains partis, ça se tire dans les pieds. Mais dans les partis même qui sont opposés les uns aux autres, eux-mêmes, ils se tirent dessus. Le PDCI, ou ne pas dire les Tiamis, tirent sur le PPACI. Le PPACI, même si quand ils sont à la télévision, ils font la langue de bois, ils se tirent dessus.
le GPS n'est pas en reste. Donc finalement, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Justement, c'est la question. Est-ce que Et ce vous qui va pensez se passer ouais. pour moi, si demain, il y a élection, ou après-demain, il y a élection, mais je le dis clairement, le RHDP gagne haut la main. J'espère que d'ici octobre 2025, j'espère que l'opposition va pouvoir créer, en fait, mettre toutes les choses en harmonie. Il faut aligner les étoiles ou les planètes, de sorte à ce qu'on puisse se mettre ensemble, unis, pour aller affronter le parti au pouvoir qui, ne le cachons pas, est sur le terrain en train de travailler. Très bien. Élisée Boloubé, justement, la fumée blanche pourrait venir d'où? Quel personnage politique qui pourra justement ramener la sérénité dans la maison FPI, in fine dans la maison PDCI? Enfin bref, comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Christelle, sur cette question, moi j'ai ma logique depuis tous les jours. Je pense que quand on est dans un conflit, la logique voudrait que celui qui est en position de force soit celui-là qui crée les conditions du débat pour ramener la quiétude et la Très paix. bien. Moi, ça, c'est vraiment ma logique. Et dans ce cas de figure, pour moi, c'est Pascal Affi-N'Guessan, c'est le président statutaire du FPI. C'est lui qui devrait appeler Voilà, donc, l'ex-vice-président. pour moi, c'est lui, dans un premier temps, qui doit se donner les moyens et les moyens au parti de colmater toutes ces brèches-là et puis vraiment de mettre hors, je veux dire, cette scission, cette division qu'on sent venir à l'horizon. Voilà, il nous a montré à plusieurs reprises, Pascal Affi-N'Guessan, sa capacité à aller au dialogue, à discuter, et ça depuis 2012, 2013, ce qui même lui a valu tout ce qu'on sait. Et aujourd'hui, c'est pas après avoir fait tous ces sacrifices, je me dis, et après avoir mis dans l'esprit de plusieurs Ivoiriens, je dis, cette manière de fonctionner, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir tout jeter du revers de la main. Très bien. Je crois que c'est lui qui doit créer les conditions. Et aussi, j'en appelle à l'humilité du camp en face. Voilà, j'en appelle vraiment à l'unité du camp en face. Les grands hommes, ce n'est pas ceux qui sont les jusqu'au-boutistes. Les grands hommes, c'est ceux qui savent s'arrêter un moment, regarder et puis prendre les décisions idoines devant une situation. Très bien. Hermé, on termine avec vous sur ce point. Ok. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté Daouda. Il évoquait les cafouillages qu'on peut observer dans les partis politiques de l'opposition. Mais moi, j'ai envie de poser une question à Daouda. Quel est le dénominateur commun de l'instigation de toute cette turbulence au sein des partis politiques? Il le disait en autre, il a parlé de PDCI Renaissance, qui était plus ou moins, qui a rejoint finalement le RHDP. On a vu ici le MFA, une scission au RHDP. Et après le MFA, qu'est-ce qui s'est passé justement? On est en train de voir le FPI en train de partir. Donc, le dénominateur commun. Il a déjà connu une première scission en devenant PPAC. On peut dire que c'est de bonne foi. Hein, Est-ce que tu veux que je te réponde? Ou bien c'est une question rhétorique? Attendez, messieurs. Posez une question, Eman. De Oui, bonne Daouda, un foi, instant. tous les partis politiques jouent leurs cartes pour pouvoir essayer Un mercato, c'est ça. prendre d'autres, ratisser l'âge. On dit bien, mais il faudrait qu'on ait quand même l'honnêteté de reconnaître que, effectivement, dans cette envie de ratisser l'âge, le RHDP fait fort. On va soulever un autre débat. Très rapidement. On va soulever un autre débat et on doit passer à un autre sujet. Très rapidement. Très rapidement et précis. C'est magnifique, Herman. C'est vraiment magnifique de le dire ainsi. Donc, vous avez vraiment la seconde de la seconde de la 30 seconde. En fait, quand La Eman demi. dit que le dénominateur commun, on le connaît, Oui. mais Eman, pour tout parti qui est sérieux, même quand tu fais alliance avec quelqu'un, tu as envie de tirer des choses de là. Mais c'est Ça ce qu'il a dit. démontre, Herman, non, attendez. ça Daouda, on termine. démontre clairement qu'en fait, peut-être que le dénominateur commun dont tu parles et que tu n'as pas le courage de dire, eux, ils ont le courage d'aller retirer des gens, de draguer À la des guerre gens. comme à la guerre. Voilà, à la guerre comme à la guerre. Donc si les autres partis Débat n'ont pas clos. été capables, Merci beaucoup. eux, ils ont été capables. Je l'ai dit. Merci Oui, beaucoup. mais bon. Merci beaucoup, messieurs. Alors, regardons justement, on va faire une petite trêve sur le sujet pour ouvrir une autre trêve, celle justement de la trêve sociale. Alors, justement, le gouvernement a suspendu les salaires de 26 meneurs de grève. On se rappelle un peu cette grève qui avait secoué les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. On a reçu ici plusieurs fois M. Zadi Ngagna. On a échangé, on a pris langue donc avec la tête justement de cette grève-là. Aujourd'hui, le gouvernement décide de suspendre le salaire dès le mois d'octobre des 26 meneurs et aussi les autres ont subi une retenue de salaire équivalente aux 3 jours de grève. Élisée Boloubé, réaction. Ok. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais tout de suite être cash pour être, voilà, comme on me connaît si bien. La décision prise par le gouvernement repose sur une base légale. Dès l'instant que les choses ne se sont pas faites dans les règles de l'art,
vous encourez une sanction. Et la sanction part Le de gouvernement la s'appuie suspension. sur des textes. Voilà, ça part sur la base de la sanction ou de la ponction. Ça, c'est légal, c'est normal. Ça, franchement, je ne vois pas qui... D'ailleurs, je me rappelle avoir assisté l'intervention du directeur général de la fonction publique sur un plateau qui a détaillé un peu les procédures pour pouvoir entrer en grève. Et lui-même a reconnu qu'en la matière, on peut dire que toutes les grèves qui ont été faites en Côte d'Ivoire ont été faites de façon illégale. Parce que, Donc, justement... voilà, parce qu'on ne peut même pas remplir ces conditions-là, honnêtement. Donc, pour être véridique dans cette affaire, on peut dire qu'ils sont dans leur droit de prendre une telle sanction. Maintenant qu'on finit de dire, on se pose la question, est-ce qu'elle est opportune? C'est là maintenant que moi je dis non. Pourquoi justement n'est pas Elle n'est opportune pas cette décision Elle n'est selon pas vous? opportune par rapport même aux actions même qu'a posé le gouvernement. Il y a eu cette C'est-à-dire situation. Le gouvernement n'a pas fermé la porte, le gouvernement a ouvert le dialogue. Oui. La preuve, la ministre de l'Éducation et les syndicats sont allés en atelier la semaine dernière sur 3 jours À Bassam, ouais. pour s'accorder sur les modalités, Mariétou comme il se connaît, doit. justement. Et les enseignants même ont dit ils suspendent leur mot d'ordre de grève et tout ça pour donner une chance à la Et discussion. qu'il salue la présence même de la ministre. Ouais. Il y a eu même des échanges au niveau même du conseil consultatif avec la ministre d'État, Anne Ouloto, où il y a eu des plaidoyers même des centrales syndicales sur la nécessité de ne pas envenimer, je dis, le tissu social. Il faut faire amende honorable. Moi, je crois que tous ces appels-là, et comme je le disais, pour qu'une démarche soit vraiment cohérente, il aurait été bien quand même que ces appels soient entendus. Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis, le gouvernement a pris à témoin l'opinion nationale et internationale sur sa bonne foi. En ouvrant le dialogue, en ne mettant pas déjà le pied de Damoclès sur la tête des uns et des autres, en continuant à discuter avec les uns et les autres. Mais vous ne pouvez pas déjà ouvrir ça et puis en même temps ponctionner les Mais en même temps, vous Élisée, donnez une chance au dialogue. Oui, mais en même temps, Élisée, Oui. la question de la suspension n'est pas nouvelle. On l'entendait bien être murmuré dès le départ de il la y en a grève. déjà eu même. C'est-à-dire que même avant cette grève, Bien il y a eu sûr. des grèves où il y a eu des suspensions C'est et cela, autres. Tout c'est ça. cela. Mais quand on a fini de faire ces suspensions-là, quel était le résultat au final? Très bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation, dans un contexte où il faut éviter d'envenimer ou bien de chauffer le front social. Et pour moi, ne pas les sanctionner, mais comme on a déjà pris la communauté nationale et internationale à témoin, cela devient de facto l'arbitre. Nous, on allait dire aux enseignants demain, pardonnez, le gouvernement fait trop d'efforts, vous ne pouvez pas encore vous lever pour aller faire grève. Vous voyez, donc moi je pense que là, c'était vraiment pas, excusez-moi, hein, vraiment ce n'était pas opportun à mon avis. Ça, c'est vraiment ce que je Selon ressens. Élisée, donc, c'est fondé de façon sur les textes, Voilà. c'est légal. Oui. Mais plus loin, il estime que ce n'était pas opportun. Pascal, quel est votre avis sur le sujet? On a beaucoup ici sur le plateau d'invités souvent très politiques. On débat de ces choses-là, mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'un jour, nous ayons des représentants de ces travailleurs, de ces syndicats, etc., pour venir exactement nous dire ce qu'il en est de ce qu'ils estiment être le non-partage, finalement, des retombées positives de notre économie qui, en de nombreux points, est une économie qui est sur une bonne pente, qui est, je pourrais même dire, florissante. En 2000... il y a, alors je vous donne la date, le 9 août 2022, le gouvernement et les organisations syndicales ont signé une trêve sociale. Et cette trêve sociale, elle est censée avoir été signée par tous les représentants des grosses centrales et elle court jusqu'en 2027. Ils se sont mis d'accord et il y a eu un certain nombre de revalorisations. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais pouvoir comprendre que les efforts du gouvernement sur un ensemble de revalorisations salariales, sur ce qu'on appelait la prime ado, sur la revalorisation des indemnités de transport, celles liées au logement, etc., etc. J'aimerais être rassurée qu'elle a touché aussi ce corps qui est un corps important, qui est le corps des enseignants. Mais si jamais cela n'avait pas été le cas, il y a un cadre qui définit les grèves. Et ce cadre-là, dura lex sed lex, il faut le suivre. Ça ne veut pas dire qu'on dénie aux gens le droit à l'expression de leur droit à la grève, si je veux, pour ne pas me répéter, mais oui, est-ce que ce cadre a été suivi? Pour moi, il faut analyser la situation de façon très froide. Si on dit qu'au bout du process, on a épuisé tous les canevas de négociation, ou qu'on a déposé le préavis de grève et qu'on a obtenu, si je ne me trompe pas, le récépissé qui vous donne autorisation à, ou alors que ce délai pour obtenir le récépissé étant passé, vous avez décidé de passer outre, alors il est également du ressort de celui qui a responsabilité de faire appliquer les règles, de prendre toutes les mesures nécessaires qui demandent sanction en cas de non-respect. Donc, selon vous, mesures utiles du gouvernement? Je ne dirais pas utile. Par derrière, Je oui. dirais pas utile parce que c'est Nécessaire, je pense que c'est alors pas de gaieté de cœur. Mais en même temps,
nécessaire ou en Très tout bien. cas légal, ou en tout Très cas prévu par la loi. Daouda, quand on finit de dire ça, justement, quel est votre postulat? Je pense qu'elle a utilisé un mot que je vais utiliser. Durer La loi, mais voilà. La loi, elle est due, mais c'est la loi. C'est la loi, c'est ça. Parce que quand on dit qu'on va aller gréver, et je pense qu'Élysée le disait, que la décision du gouvernement est prise sur une base légale. Moi, j'aimerais qu'on puisse aller dans le dernier statut général de la fonction publique qui a été signé, qui a été promulgué en début d'année cette En année. ces articles, donc. En l'article 24, je vais être plus précis. Je préfère lire l'article pour ne Oui, pas me tromper. on suit avec vous, rassurez-vous. Voilà. Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels, individuels et collectifs. Il s'exerce sous réserve du respect de la liberté du travail, de l'épuisement de toutes les voies de négociation et de la garantie d'un service minimum dans les secteurs définis par le décret pris en Conseil des ministres. Oui. L'absence de service fait par suite de grève entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments conformément aux dispositions de la loi relative aux modalités de la grève dans les services publics. Ici, on parle de la réduction, Daouda. On parle de réduction même ou du salaire. Ou du salaire, oui, tout à fait. Donc, réduction ou salaire. Ça a donc, été c'est sûr- résumé qui ont été appliqués. Tout c'est à les fait. deux Donc, mesures qui ont été tout à fait. appliquées aux grévistes. Les 26 leaders mineurs de cette grève, eux, ils ont vu leur salaire suspendu. Et ceux qui ont suivi dans la grève ont vu Trois jours, leur une retenue. une retenue de 3 jours. Donc, quand on finit de dire cela, je pense qu'il est écrit de façon noir sur blanc. Donc, quand on est dans un syndicat ou une organisation syndicale et qu'on s'engage dans une grève, on connaît les tenants Et les aboutissants. Et donc, connaissant ceux-là qui ici sont engagés, et que la table de discussion était véritablement ouverte, d'abord par le biais du comité consultatif, Et à continuer. et à continuer même malgré qu'ils n'étaient pas là. Moi, je vais dire, partant de ce principe-là, pour moi, je pense que je comprends très bien Élysée quand il dit que c'était utile mais pas nécessaire. Moi, je dis, nous sommes dans un État. Un État ne se gère pas dans les émotions. Un État, ça se gère dans la raison. La loi, parce que le plus gros problème de ce pays-là, c'est le respect de la loi que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Et donc, quand on a tous décidé d'aller signer le nouveau statut général de la fonction publique, et qu'après, on enfreint certaines règles, et après, venir dire c'est comme ci, c'est comme ça, l'État décide de dire, parce que déjà, dès longtemps, il avait dit que c'est illégal. Et il avait prévenu, je vais faire ceci, mais là, il ne fait que mettre en application ce qu'il avait dit. Alors, on va écouter Herman, justement, qui écoutait Daouda et remuait la tête. Herman, pourquoi C'est un non-sens et c'est incongru. Et il s'est basé sur la loi, justement, le nouveau le statut portant... Je veux dire que si on veut regarder toute la loi portant statut général de la fonction publique. Si on veut regarder toute la réglementation légale autour de l'organisation de la tenue d'une grève, je crois bien que c'est comme si on demandait aux professionnels, aux gens qui travaillent de ne pas aller faire une grève. Parce que rien n'autorise, parce que même pour tenir la grève, il faut encore aller prendre une autorisation pour faire la grève. Donc ils ne vont rien entendre. Donc c'est pas... Arrêtons de blaguer les gens avec les réglementations qui sont autour, c'est ce que dit la loi. Aujourd'hui, ce qu'Élysée a dit est très clair. On est arrivé à un point où les gens se sont mis sur une table de discussion avec le gouvernement. Et c'est tellement incongru que ça se déroule au moment où le professeur Marietou, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, remet les rapports, les conclusions des 3 jours d'atelier qui ont permis de, comment on appelle là, de travailler sur les différentes revendications et remettre ce document-là à la ministre de la fonction publique qui est chargée, qui est présidente du conseil consultatif de l'échange avec les fêtières. C'est pour dire quoi? Je dis, on ne peut pas demander à faire des ponctions. Il y a une dame qui m'avait interpellé il y a quelques jours, pourquoi on lui avait ponctionné 3 mois, 30 000 francs. Je me suis dit que non, c'est une blague. Et effectivement, ils l'ont fait. Mais je trouve que c'est non-sens. Dans ce pays, je rappelais ça la dernière fois. Elle faisait partie donc de ceux qui ont grévé. Des métiers se sont levés à Boaké. Toutes leurs revendications, qui étaient souvent énormissimes, on a trouvé des milliards, des centaines de milliards pour régler leurs problèmes en 48 heures. Qu'est-ce que les fonctionnaires demandent en réalité?
Ils demandent juste, parce qu'ils revendiquent pour eux, ils revendiquent, c'est vrai que la loi autorise qu'on leur oui, suspende tout à fait. le salaire, qu'on fasse des ponctions, mais en réalité, c'est tous les enseignants aujourd'hui, puisqu'on a vu comment est-ce que la grève a été suivie, tous les enseignants aujourd'hui qui ont vu leurs 3 jours de travail ponctionnés, de salaire ponctionnés par cette mesure. Moi, je trouve qu'on va vers, comment on appelle là, une radicalisation. Parce que, tenez-vous bien, ils peuvent décider que pour ça, déjà, ça peut être constitué une autre revendication. Très bien. Est-ce qu'on crée une certaine paix, on rend les échanges paisibles avec le gouvernement ainsi? Entre aller à la légalité de ce que dit la loi et puis aller justement à un autre point de vue pour préserver, comme disait Élisée, la stabilité sociale, la sérénité sociale. Pascal, quel est votre point de vue finalement? Mon point de vue, c'est que l'enseignement, c'est un domaine sensible. On est toujours en train de dire ici, quand on fait l'analyse de notre société, que c'est par la base aussi qu'il faut commencer des actions fortes. On a été nombreux ici en Côte d'Ivoire à dire qu'il fallait vraiment revaloriser le métier d'enseignant, revaloriser l'image de l'enseignant. Tout à fait, oui. Ça passe aussi par le salaire, ça passe par les primes, ça passe par beaucoup de choses. On a vu ici les exemples, les enseignants ont eu à subir la violence de certains de leurs élèves parce qu'ils se mettent eux-mêmes dans des situations parce que financièrement, ils ne sont pas autonomes, ils n'ont pas les moyens. Ils se trouvent à vendre des fascicules, à vendre des livres, à se mettre au même niveau que leurs élèves dans beaucoup de situations sociales. Donc, quand les enseignants, quand ce qui constitue le corps qui va former l'élite, parce qu'on a vu que de nombreux pays s'en étaient sortis en mettant de gros moyens dans l'éducation, dans l'instruction, dans la formation, les choses avaient véritablement changé. Donc, quand ce corps-là, nonobstant tout ce qui a été signé et nonobstant le fait que l'administration a le droit d'agir et de sévir quand les règles ne sont pas respectées, quand ce corps-là frémit, et on a vu qu'après il y a eu les enseignants du RHDP, les enseignants des écoles catholiques, donc ça a fait un peu boule de neige. Peut-être qu'il faut se poser aussi des questions sur les dispositifs qu'on met en place pour l'écoute, pour les alertes et puis pour la résolution de leurs problèmes. Mais ceci dit, je n'oublie pas, et je vous l'ai dit dans mon premier propos, qu'il y a eu un certain nombre de conventions, d'accords qui ont été entendus, mais aussi il y a eu beaucoup d'efforts sur l'école publique ivoirienne et sur l'école en général. Regardons toujours d'où on vient il y a quelques années. Élisée. Oui, moi j'avais juste un petit point où je voulais rebondir sur ce que Daouda a dit quand il parlait de... Il faut qu'on arrive à un moment à respecter les tests. Je suis totalement d'avis avec lui, il faut qu'on respecte les tests. Et vous l'avez dit déjà. Je l'ai dit. Et il a dit aussi que, faut qu'on respecte les tests, soit on se décide de respecter les tests ou on arrête. Mais je lui ai dit qu'il y a des exemples dans ce pays où, en dépit des textes, pas qu'on les ait jetés du revers de la main, mais on a décidé, malgré les tests, de pouvoir trouver des compromis. Lesquels, Élisée, pour éclairer nos lanternes? Le président Laurent Gbagbo. Oui. Le président est condamné à 20 ans de prison. Logiquement, il laisse se retrouver en prison. Mais pourquoi on le laisse se balader? Parce que le chef de l'État a pesé à un moment donné qu'il était bon pour lui qu'il soit dehors pour une question de stabilité et de paix sociale. On devrait donc appliquer cette réalité politique-là, justement. Blé pareil. La justice l'a condamné, donc logiquement, il doit se retrouver en prison. Il y en a plusieurs, les exemples, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Où on a regardé les tests, mais on dit quoi? Et moi, je comprends pourquoi le président prend une telle décision, parce que lui-même, il était clair en disant qu'il fait du libéralisme à visage humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde les tests, mais on tient compte aussi du contexte dans lequel on est. Ça nous permet de prendre des tests qui soient des tests tracés, des tests adaptés, des tests circonstanciels qui permettent vraiment de créer cette paix sociale. Le même état d'esprit que nous avons, donc selon ce que vous dites, en politique, on devrait l'avoir aussi sur les questions sociales, c'est cela? C'est important. Vous savez qu'on parle de grève des enseignants. On est après de... C'est le corps, je veux dire, le corps des fonctionnaires les plus élevés, en fait. Et puis, je me dis, de vous à moi, soyons objectifs. Vinci suspend le salaire de 26 mineurs, ponctionner sur 3 jours des fonctionnaires. Mais ça nous apporte quoi dans la cagnotte de façon ostensible? Pour dire que ça peut nous permettre quand même de réaliser un projet. Ce n'est pas un signal fort que le gouvernement donne, justement. C'est ce que je suis en train de dire, et je voudrais vraiment que mes propos soient clairs. Je ne dis pas que le gouvernement a pris une décision illégale. La décision a été prise sur une base légale. Mais comme je le dis et je le répète, pour moi, il n'était pas opportune au regard du contexte actuel. Le président de la République est engagé dans une dynamique.
apaiser le front social, permettre qu'il y ait une certaine sérénité, parce que justement, on est un contexte préélectoral bientôt. Il faut qu'on arrive à créer des conditions où les uns et les autres sont apaisés. C'est important. Et ça, le fait pour un chef d'État, ce n'est pas un chef d'État qui est en conflit avec les règles. Non, mais c'est un chef d'État qui est réaliste, Très bien. qui appréhende l'environnement, qui appréhende le contexte et qui prend les décisions idoines pour ce contexte précis. Daouda et Herman, vous aurez la même question. Est-ce que vous pensez que cela pourrait gripper justement les échanges au niveau du comité consultatif? En fait, avant de répondre à votre question, j'ai revenu sur quelque chose qu'Élysée a dit qui est un peu grave parce qu'on est à la télé. Allez-y, allez-y. Il faut informer les gens. Un juge peut décider de vous juger et ne pas prendre de mandat de dépôt pour vous mettre en prison. Ça existe. Des gens ont été condamnés à 10 ans, 20 ans, mais le juge n'a pas décidé de prendre d'écrire sur un mandat de dépôt pour dire déférer-le à la MACA ou au PPA. Donc, c'est de ça que M. Laurent Gbagbo jouit. Et donc, je pense que chaque année, le président... Ce n'est pas une condamnation avec sursis. Juste, attendez. Non, non, allez-y apprendre vos textes. On va rapidement Vous allez savoir écouter, ce que ça dit. écouter Élysée sur ce point. Non, Élysée, monsieur oui, Koulibaly. rapidement, on suspend. Élysée, vous voulez réagir rapidement sur ce point? Je dis et je répète, si la logique de la justice veut que quelqu'un qui est condamné à 20 ans, pour crime encore en plus, pour braquage à main armée, ça là, on n'a pas besoin, tu vas directement en prison. Mais s'il le dit, le juge a pris soin de ne pas libérer un mandat de dépôt, c'est parce que justement, au niveau du politique, il y a des décisions qui ont été prises. Pourquoi on y arrive? Ça, c'est une réalité, il ne faut pas qu'on cache ça. Très bien. Quand on finit de dire ça, Daouda, vous avez le floor, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour dire que si le juge peut vous juger et ne pas vous déférer à la MACA. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une décision de justice, les cas sont légion. Ça, c'est la première des choses. on revient sur mon point. Pour revenir sur le point de, comment on appelle ça, Gripper, ensuite Herman aura la parole pour enseignants, terminer. Oui. Il faut dire les choses de façon claire et nette. Il faut pas, un État ne se gère pas dans les émotions. Vous l'avez dit Voilà. déjà. Parce que là, ce que j'entends, c'est beaucoup d'émotions. Non, au vu Non, de... ce n'est pas vrai, je pense Très bien, pas. il termine. Allez-y, Daouda. Au vu de la situation socio-politique. Mais en fait, moi, je pense que là, on a en face de nous un gouvernement qui décide. Ce n'est pas parce que vous avez grévé qu'il y a une élection. C'est la Donc, grève, du coup, on doit tout laisser à perte et profit. Très Non. bien. Vous avez, il y a quelque chose qui s'est... Non, ne dites pas très bien. Il y a quelque chose qui s'est bel et bien... Passer la parole à Herman pour terminer, Daouda. Terminons. Allez-y. Non, terminons. S'il faut Mais pas si trop je ne peux pas phrase. terminer en paix. Terminez, Daouda, s'il vous plaît. Franchement. Donc, ce que je veux dire de façon claire et nette, ce n'est pas parce que des gens ont décidé de faire la grève et que la grève qui est faite, elle a été faite de façon illégale. Première chose, l'État vous a prévenu que c'est illégal. Et le constat tout à l'heure que tu disais... Et je dis, on termine, hein, Daouda. La décision, le mémorandum qui a été remis, mais il faut regarder la chronologie des faits. Herman, votre point. Très bien. Herman, on termine avec vous, parlez au journal. Moi, je vais répondre à la question que vous Et avez on termine en posée, quelques secondes, qu'il a Hervé. refusé d'ailleurs de répondre, à laquelle il a refusé de répondre. La suspension de salaire, ça peut exacerber les conflits. C'est ce que vous voulez. Comme Élysée l'a dit, Daouda, vous n'avez pas la parole du tout. Allons-y. Et je pense qu'en les pénalisant, ces actes meneurs-là, on les transforme quelque peu en des martyrs. Et lorsque des meneurs sont perçus comme des martyrs, aujourd'hui, j'ai bien envie de voir l'ambiance au sein du Conseil consultatif lorsqu'ils vont commencer. C'est la question. Parce que lorsque vous nous demandez au niveau du Conseil consultatif de vous aider à avancer dans les revendications, les échanges avec les différentes fêtières, les différents syndicats pour leurs revendications, et qu'en même temps, vous les pénalisez ou les suspendez Au regard de la loi. Au regard de la loi, est-ce que c'est une table de discussion à laquelle les échanges seront francs? Vont continuer, très bien. La question donc est posée, mais on espère en tout cas que tout ceci va se régler. À tout à l'heure. Nos amis sont toujours en place. Élysée, Herman, Pascal, Daouda. Et nous a rejoint justement pour parler du 65e anniversaire du barreau de Côte d'Ivoire. Maître, je retrouve son nom, voilà, Maître Florence Lohan Meusan. Vous êtes bâtonnier de l'ordre, c'est cela, hein? De l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Merci, en tout cas, je ne me retrouvais pas un peu dans mes fiches. Et c'est la première fois qu'une femme accède à cette position. Vous avez pris fonction officiellement le mercredi 2 octobre 2024. Et c'était donc à Abidjan, Cocody. Mais en même temps, votre successeur, qu'on a très bien connu, Maître Maintenant, vous a laissé un ordre en place qui existe depuis le 7 novembre 1959.
félicitations Merci. et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, bâtonnier ou bâtonnière? Finalement, on dira bâtonnier en Côte d'Ivoire? C'est une question qui est toujours posée. C'est comme si tout le monde avait soudain une fibre féministe qui se réveillait. Eh ben oui, tout le monde exactement. me demande bâtonnier ou bâtonnière. J'ai choisi de garder la fonction bâtonnier. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que cette préoccupation bâtonnière ou bâtonnier est tout à fait récente en réalité. C'est il y a à peine 3 ans que le Conseil national des barreaux en France a soumis cette question à l'ensemble des barreaux pour décider du choix entre bâtonnier et bâtonnière. Et à l'issue du vote, ils ont décidé que lorsque la fonction était occupée par une femme, on l'appellerait bâtonnière. Mais Vous voyez que c'est un cheminement qui a pris du temps. C'est un processus qui est arrivé à maturité il y a à peine 3 ans. Et là, c'est en France. Je pense, et là, c'est en France. En et là, Côte nous d'Ivoire. sommes en Côte d'Ivoire. Je pense que déjà, prenons le temps de nous faire à l'idée que ce poste est occupé pour la première fois par une femme et que la fonction, c'est bâtonnier et que l'essentiel, après tout, c'est que cette fonction soit exercée conformément à la loi. Très bien, Pascal. Madame le bâtonnier, combien d'avocats revendiquent le barreau de Côte d'Ivoire et puis à quoi leur sert cet ordre des avocats que vous dirigez? Nous sommes actuellement 549 avocats. Il y a une dernière promotion qui a eu le CAPA qui est en attente de passer, de prêter serment. Oui. Ils sont au nombre de 19. Ils vont venir grossir le rang des avocats. Donc, on sera, lorsqu'ils prêteront serment, le nombre sera encore plus élevé. Alors, à quoi sert justement la seconde question? À quoi sert l'ordre des avocats en Côte d'Ivoire? L'ordre des avocats, c'est l'ordre qui regroupe l'ensemble des avocats. Et la particularité des avocats de Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes astreints à une déontologie. Et le bâtonnier de l'ordre des avocats, et l'ordre des avocats, justement, est chargé de contrôler et de faire respecter la déontologie et la discipline au sein du barreau de Côte d'Ivoire. Il est également chargé, il a une fonction de représentation que je fais ce soir en représentant l'ensemble des avocats. Il a également une fonction administrative parce qu'il s'occupe de la carrière des avocats, l'omission, les inscriptions au tableau. Et ensuite, il a une vision, il a une fonction prospective, de réfléchir à l'avenir du barreau et des avocats, de pouvoir leur offrir des perspectives, d'ouvrir de nouveaux marchés pour les avocats. En termes de perspectives, un exemple? En termes de perspectives, vous savez que nous avons été jusqu'à maintenant, nous sommes essentiellement un barreau judiciaire. De nombreux avocats, sur les 549, très peu font du conseil. Beaucoup sont dans le contentieux. Donc, la vision que nous avons, le projet que nous avons proposé aux avocats, c'est de faire en sorte d'ouvrir de nouveaux champs, de nouveaux marchés aux avocats et de sortir du contentieux dans lequel de nombreux avocats exercent, par exemple. Excusez-moi, mais différence entre conseil et contentieux pour ceux qui ne percevraient pas la différence. Contentieux, c'est de façon basique et très simple, c'est tout ce qui a trait aux tribunaux. Voilà, le conseil, c'est lorsque vous voulez constituer, par exemple, une société, vous venez voir un avocat, qu'est-ce que je fais, quelles sont les incidences fiscales, quelles sont les incidences sociales. Les avocats d'affaires. Oui, comme on les appelle couramment. Mais nous sommes des avocats conseils, c'est-à-dire que nous faisons à la fois du contentieux et du conseil. Herman? Maître, vous avez été élu en juillet 2023. C'est le 2 octobre dernier, en 2024, que vous avez, vous avez pris fonction. Je suis curieux de savoir comment s'est passé le Dauphinat avec votre prédécesseur, et parce que c'est quand même un bon moment ensemble. Et puis ma deuxième question, on voit que lorsque vous avez donné 559 avocats, même s'il y a 19 qui vont faire leur entrée, en Côte d'Ivoire, pour 30 millions d'habitants, le ratio, quand j'essaie de calculer, on est à moins d'un avocat pour 50 000 habitants. Est-ce le niveau, puisque chaque année, il y a un recrutement, enfin, il y a de nouveaux avocats qui viennent, est-ce le niveau de ceux qui compétissent pour le CAPA, par exemple, qui est aussi faible pour ne pas qu'on puisse atteindre un certain nombre d'avocats qui puissent couvrir les besoins des justiciables ivoiriens? Très bien. Première question, Dauphinat. Première question, je crois que le barreau de Côte d'Ivoire doit servir d'exemple aux hommes politiques et ils doivent s'inspirer parce que c'est une grande école de démocratie. Nous élisons le dauphin 1 an avant
l'expiration du mandat du bâtonnier en très bien, exercice. ok. Et les élections, c'est un grand moment de démocratie. Ouais. Tous les avocats s'expriment et on vote. Me concernant, nous avons voté jusqu'à 4 heures du matin pour pouvoir départager les candidats. Et une vous fois avez que obtenu combien de voix, justement? Ah, je n'en ai plus le souvenir. Très bien. Il y avait Je combien n'en de ai plus. candidats? Nous étions 4 Quatre candidats. candidats, ouais. 4 candidats, 4 confrères que je salue, qui ont joué le jeu démocratique jusqu'au bout. Et lorsque les élections finissent, tout le monde reconnaît l'autorité du bâtonnier et généralement, il n'y a pratiquement pas de contestation. Vraiment, je pense que beaucoup de les politiciens. Et donc, vous avez le temps gagneraient à d'apprendre nous- auprès de lui, Voilà, justement, gagneraient à avant d'aller en s'inspirer du fonction. modèle des avocats. Et donc, pendant 1 an, je suis en apprentissage auprès du bâtonnier en exercice qui m'apprend les rouages de la fonction, de sorte que quand je rentre en fonction, j'ai déjà appris auprès de lui parce que je deviens automatiquement membre du conseil. Et le concernant, j'étais déjà membre de son conseil lorsque j'ai été élu. Très bien. Voilà. La seconde Donc, préoccupation, le la ratio. seconde préoccupation sur le ratio, ce n'est pas que nous avons des élèves ou des étudiants qui n'ont pas les compétences nécessaires. Le CAPA, de façon générale, et ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, est un examen qui est sélectif. C'est un examen qui est sélectif parce qu'en réalité, il faut que les gens comprennent bien que le métier d'avocat, nous ne sommes pas des prestataires de services, nous ne sommes pas des commerçants du droit. Nous exerçons un métier qui est astreint, c'est une profession réglementée, c'est une profession qui est astreint à une déontologie. Et pour être avocat, il faut avoir les compétences, il faut avoir des valeurs morales. Et tout cela mis ensemble, vous passez le test d'entrée à la profession d'avocat. Comparaison n'est pas raison, mais nous sommes le seul pays dans l'UEMOA qui avons le plus recruté. Si vous allez dans la sous-région, dans certains pays que je ne citerai pas, le test de CAPA, pendant que nous avions 20 ou 30 qui rentraient, qui avaient le certificat d'aptitude, dans d'autres pays, ils en prenaient 2 ou 3. Voilà. Donc, c'est un examen qui est sélectif en réalité. Mais il y a Voilà. des efforts encore à faire. Il y a encore des efforts Il y à a faire. des efforts à faire. Nous sommes conscients que ce ratio est insuffisant. C'est pour cela que dès que nous avons pris fonction, dès 2 semaines après notre prise de fonction, nous avons mis en place un groupe de travail pour réfléchir ensemble, que le barreau, toutes les forces vives du barreau puissent réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que ce chiffre, tant que cela est de notre possibilité, on puisse accroître le nombre d'avocats qui accèdent, le nombre d'étudiants qui accèdent à la profession d'avocat. Très bien. C'est une préoccupation à laquelle nous réfléchissons. Daouda, Madame la bâtonnière, ben, félicitations pour votre... Vous tenez à féminiser la fonction. Madame le bâtonnier. Madame le bâtonnier. Mais je prends, allez-y. Comme vous l'avez déjà pris, on va avancer dessus. En fait, combien de cas, est-ce que dans l'ordre des avocats, vous avez une cellule qui s'occupe des pro bono? Oui. Et comment est-ce qu'on peut On n'a pas une cellule qui s'occupe des pro bono en tant que telle. Parce Alors, que nous essayons les d'expliquer un avocats, peu, justement, pour ceux qui nous c'est-à-dire que nous regardent. plaidons Gratuit. pro bono, pro Oui, deo, tout à nous fait, voilà, plaidons juste pour pour, Dieu. En voilà, tout à réalité, fait. c'est le sens de... Nous n'avons pas une cellule de pro bono ou pro deo en réalité. Mais nous participons à l'assistance judiciaire. Lorsque nous sommes sollicités par l'État de Côte d'Ivoire, nous plaidons lorsque nous sommes désignés dans le cadre de l'assistance judiciaire. Mais les avocats, individuellement, peuvent décider de plaider pro deo ou pro bono selon leur conscience C'est personnelle. pas facile d'avoir un avocat de nos jours qui veut bien le faire, parce que j'ai un cas sous la main. Donc, comme la bâtonnière est là, est-ce que je peux vous expliquer le cas? On le fera hors antenne. Très bien. C'est On le fera plus hors judicieux. antenne. Élisée Boloube, question. Madame le bâtonnier, on sait que l'un des piliers de votre programme, c'est de rendre accessible le droit aux populations, notamment les plus défavorisées. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez vous y prendre pour rendre cela effectif? Effectivement, c'est un des points essentiels de mon programme et j'espère pouvoir le mettre en œuvre très rapidement. Nous envisageons de favoriser l'accès au droit et à la justice. Et donc, nous avons un projet que nous avons intitulé « La robe à l'école ». Il s'agit de faire de l'initiation au droit
dans les établissements scolaires de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas seulement Abidjan, mais de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Au niveau du secondaire ou du primaire? Au niveau du primaire Ok. et du secondaire. Nous avons adressé un courrier à Madame le ministre de l'Éducation nationale pour lui exposer ce projet intitulé La Vous avez robe à réponse à l'école. ce courrier? On attend, je pense que ça va, je pense que ce projet va l'intéresser C'est clair. parce que nous voulons aller dans les établissements pour expliquer ce que c'est qu'un avocat, ce que c'est qu'un magistrat, ce que c'est qu'un procureur, mais en plus Et comment toutes les les saisir. problématiques, voilà, comment on saisit la justice, toutes les problématiques auxquelles les jeunes peuvent être confrontés, la violence, le harcèlement, tout cela, leur expliquer les incidents juridiques de tous ces Et cela pourrait créer des vocations même. On l'espère, on l'espère. Très bien. Herman a une question. Bon, j'ai une question. Quelle est la situation, selon vous, la situation actuelle du système juridique dans nos institutions? Et puis comment vous, en tant que nouveau bâtonnier, vous positionnez face à cela? Je ne comprends pas bien votre question. La situation... Herman essaie de La situation, meilleure explication, oui. la situation actuelle du système juridique en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous l'appréciez? Et puis quel est votre positionnement vous-même, personnellement, en tant que bâtonnier, par rapport à cette situation? Nous étions ce matin à la rentrée judiciaire de la Cour d'appel du commerce. C'est l'occasion, et nous serons demain à la rentrée de la Cour d'appel. C'est à cette occasion qu'on fait l'état de la justice. Le magistrat, le premier président, le procureur donne les statistiques de la justice et la parole est donnée aux avocats. Et à cette occasion, nous soulevons, nous qui sommes de l'autre côté de la barre, qui sommes les auxiliaires de justice, nous soulevons les préoccupations que nous connaissons mieux parce que nous sommes les porte-parole des justiciables. Et ce matin, nous avons dit à la Cour d'appel du commerce que beaucoup a été fait au niveau de la justice commerciale. Nous nous en réjouissons, mais il y a encore beaucoup à faire, ne serait-ce qu'au niveau des coûts de la justice. Ah. Au niveau du coût d'une décision de justice, de l'assignation jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, la justice peut coûter cher. Nous avons également évoqué la question de la formation des magistrats spécialisés, parce que c'est une justice spécialisée et donc nous avons souhaité que lorsqu'un magistrat arrive au tribunal de commerce, il faut qu'il ait subi une formation spécialisée pour pouvoir siéger au tribunal du commerce. Donc, il y a beaucoup de préoccupations comme ça que nous exposons et j'espère que demain, si vous venez à la rentrée de la Cour d'appel d'Abidjan, nous allons exposer les préoccupations des avocats sur les difficultés qu'ont les avocats dans l'exercice professionnel parce que le tribunal du plateau à Abidjan est devenu un peu désuet et rétréci pour tous les acteurs de la justice, par exemple. Donc, c'est autant de préoccupations que nous allons exposer au moment de ces rentrées judiciaires. Pascal? Bah oui, justement, j'en profite alors pour vous demander ce qui va se passer à cet anniversaire que vous commémorez et c'est quoi le programme? On a le 65e anniversaire. Le 65e anniversaire, déjà, je me pose la question, à moi-même pour la répondre, pour vous répondre, pourquoi 65 ans? Ouais. Déjà, pour vous dire que le barreau a été créé en 1959. Ouais, le 7 novembre. Le 7 novembre 59. Et avant cela, les avocats étaient désignés par l'autorité politique. C'est le 7 novembre C'est à 1959. l'époque l'AOF. Voilà, c'est le 7 novembre 1959 que les avocats sont devenus un ordre indépendant que nous connaissons jusqu'à ce jour. Donc, c'est un moment d'indépendance qu'il faut célébrer, qu'il faut magnifier. Donc, le slogan de ces 69 ans, c'est « Fiers de notre héritage et engagés pour l'avenir ». Nous faisons le bilan de ce que nous avons vécu, traversé pendant ces 65 ans, mais nous regardons résolument vers l'avenir. L'avenir, c'est la mondialisation, l'avenir, c'est la digitalisation, l'avenir, ce sont les nouveaux marchés du droit que les avocats ivoiriens doivent conquérir. Donc, c'est tout cela que nous allons exposer à l'occasion de ces journées, qui commencent effectivement le 2 par un match de football entre la famille judiciaire, c'est-à-dire les magistrats, les avocats, les notaires, les greffiers, contre la presse. Je ne sais pas si vous... oui, Est-ce contre que la les presse. magistrats pourront s'en sortir, justement? Non, les magistrats, il y en a qui sont de très bons contre les footballeurs. gardes pénitentiaires? Non, on joue pas contre, on joue contre la presse. Parce Mais là, que si vous nous battez, là, ça sera blackout dans la presse. Hein. Il n'y aura aucun on parle pas commentaire du- sur vous n'êtes l'événement. pas fair play. Vous n'êtes pas fair play. Très bien, donc après le Voilà, match. après le match, le 4, Absolument. les avocats vont remplir leur mission. On a une responsabilité sociétale. Et donc, le 4, nous irons faire un don d'ouvrage à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et le matin,
L'après-midi, nous ferons faculté don de droit. à la faculté de droit qui nous a pratiquement tous formés. C'est clair. Voilà, nous avons une obligation de redevabilité Oui. envers cette faculté. Nous retournerons à la faculté de droit offrir des ouvrages. Ensuite, nous irons au CHU de Trècheville pour faire un don aux enfants malades du cancer. Ah ouais. Nous offrirons des médicaments et nous nous engagerons à équiper une salle de jeu pour les enfants malades du cancer. Parce que super. l'avocat, c'est une personne qui a du cœur. Excellent, excellent. Voilà. Daouda, question. Et le 5, justement pour rejoindre la question de Daouda, Oui. nous ferons des plaidoiries gratuites. Tous ceux qui seront déférés au tribunal du plateau le 5 bénéficieront de l'assistance gratuite de l'ensemble des avocats de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout faire pour être déféré le 5 Il si on faut le le déférer le 4? Faut prier pour ça, hein. Faut prier pour ça. Les avocats assisteront Gratuitement, gratuitement tous toutes ceux les qui seront personnes là. déférées le 5 au tribunal d'Abidjan Plateau. Très bien. Et le 6, les 6 et 7, nous ouvrirons le colloque, un moment de réflexion justement sur l'état de la justice dont il parlait tout à l'heure, avocats et sécurité juridique. Nous aurons des intellectuels de haut vol qui viendront pour réfléchir avec le barreau de Côte d'Ivoire sur cette problématique qui est essentielle, qui est en réalité celle de la lisibilité et de la prévisibilité de la règle de droit. Est-ce qu'il y a des ténors que vous avez invités pour On ce a invité, colloque-là de la sous-région? elle se fera, il se fera tous les panélistes, les modérateurs des panélistes sont les avocats ivoiriens. Parce qu'il faut faire la promotion des compétences que nous avons à notre sein. Oui, ça, c'est très, très La bien. conférence inaugurale sera prononcée par le professeur Robert Dossou, qui est un éminent avocat béninois, constitutionnaliste, qui est présent. On a l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin également qui est sera présent, là. qui sera là. On a des bâtonniers français, on a la vice-bâtonnière de Paris qui viendra également. En tout cas, on aura du beau monde juridique qui viendra à cette fête-là. Et je termine rapidement. Oui. Le 8, on a la cérémonie officielle qui aura lieu au Palais des Congrès, en présence du Premier ministre que je voudrais saluer, remercier, d'avoir accepté de venir aux côtés des avocats pour célébrer nos 65 ans. Et puis le soir, on aura un gala. Et le lendemain, on finira par une matinée tout à fait récréative, par le brunch qu'on a intitulé le brunch des debout. Des débuts. On sent vraiment la présence, enfin l'impact féminin un peu dans tout cet agenda. Quand Oui, c'est même. ça. On va prendre ça. Oh là là. Daouda, question, Herman, soyez pas jaloux. Non, je pense qu'elle a répondu à ma question tout à l'heure. Très donc bien, Je pense que... très bien. Moi, je Élisée? suis sur l'accès au panel. Est-ce que c'est ouvert au grand public? Les C'est jeunes ouvert. pourront Les venir? les jeunes pourront Ceux venir. qui Oui. caressent le rêve Ils pourront d'être, venir. Ils un pourront jour, venir. Ça sera membre de ce corps. au Latry Events. La tri event. Élisée? Moi, j'ai été franchement séduit par le projet de la robe à l'école. Voilà. Et je voudrais savoir, en dehors de ce projet, peut-être vous pouvez nous partager 2 autres projets majeurs qui font partie de votre pilier et qui sont vraiment indispensables pour, je veux dire, l'Ivoirien. Effectivement, il y a la robe à l'école sur l'accès à la justice. Il y a également un autre projet qui est l'ouverture d'un bureau d'assistance aux victimes de violences domestiques au sein de la maison des avocats. Nous voulons pouvoir être une maison ouverte aux justiciables. Ça m'offre l'occasion de lancer un appel aux autorités parce que nous avons un projet qui ressemble un peu plus à une arlésienne. Chaque fois, on en parle, mais il faut que, je l'espère, qu'il se Lequel, réalise. justement? Qui se réalise sur mon mandat, Oui. qui est la construction de la maison de l'avocat, qui sera à la fois une maison, effectivement digne de ce nom, qui sera à la fois une maison du justiciable et un centre de formation. Ah ouais. Parce que nous faisons le test d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats. Donc, il faut que lorsqu'on reçoit les étudiants qui ont réussi au admis. test, il faut qu'ils puissent accéder à un centre de formation. Donc, il faut qu'on puisse construire le centre de formation professionnelle des avocats. Et donc, c'est notre projet majeur cette année. Sensibiliser les autorités, sensibiliser les avocats également, sensibiliser les bailleurs de fonds, ceux qui peuvent nous accompagner dans ce projet pour que nous ayons une maison des avocats digne de la Côte d'Ivoire. 65 ans après. 65 Herman. ans après. Je ne sais pas si je sors du sujet, mais j'ai bien envie d'avoir le regard du bâtonnier sur des questions, je pense, qui intéressent la justice, notamment la défense des droits humains. Dernièrement, on a assisté à ce qui se passe au niveau de la dissolution de la FECI et autres. Et quel est le regard parce qu'un bâtonnier, avant tout, c'est quand même une responsabilité juridique politique. Ce n'est pas une responsabilité politique. C'est pas une responsabilité politique, mais par contre, où je vous rejoins, le bâtonnier doit pouvoir donner de la voix sur tous les sujets sociétaux qui intéressent la Côte En d'Ivoire. fonction de la vision du droit. En fonction de la vision du droit et en fonction
de ce qui peut être dans une société d'un état de droit, en réalité. Nous sommes des défenseurs de l'état de droit. Voilà. Et donc, effectivement, le bâtonnier doit pouvoir donner de la voix. C'est pour cela que mon prédécesseur, le bâtonnier Claude Maintenon, a créé au sein du barreau l'Observatoire des droits de l'homme. Ah, très bien. Donc cet observatoire se saisit de toutes les questions, dont celle, ce que vous évoquez. La FECI? La FECI ou toute autre question. On a eu à faire des déclarations lorsqu'il y a eu des déguerpissements. Si. Voilà, Oui, tout à fait. voilà. Donc toutes ces problématiques, on n'y répond pas à chaud. Il faut pouvoir prendre le temps d'analyser et de faire une déclaration parce que ça engage l'ordre et ça engage les avocats. Et quand un avocat parle, en principe, c'est qu'il a lu les tests et qu'il peut, il peut prendre une position qui ne va pas être disputée ni discutée. Très bien. Rapidement, vos défis en tant que premier bâtonnière, femme, on va dire ainsi. Est-ce que vous avez principalement des défis? J'ai évoqué quelques-uns, mais mon défi principal, parce que j'ai été élue par les avocats de Côte d'Ivoire, c'est de redonner aux avocats de Côte d'Ivoire la place qu'ils doivent avoir au sein de la nation ivoirienne. Les avocats sont des personnes cultivées, des personnes brillantes, des personnes sensibles, des personnes compétentes. Et je veux réparer l'image de l'avocat ivoirien. Qui est selon vous entaché? Qui a été entaché par des fausses querelles. Voilà, je veux les remettre au centre du village. Les querelles leur internes. donner les querelles internes ou des préjugés défavorables. Parce que c'est une profession qu'on ne connaît pas. Et donc, je veux pouvoir faire connaître la profession. Parce que c'est une profession que nous aimons profondément. Et je veux pouvoir faire partager cette passion aux uns et aux autres pour dire que, comme le disait Voltaire, après tout, c'est le plus beau métier du monde. Votre dernier mot, maître? Ça peut être cela. C'est vraiment le plus beau métier du monde. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maître Florence Lohan Meussan-Florence, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire, avocate spécialisée en droit bancaire. Et on parlait justement avec vous de la vision et réforme à l'aube du 65e anniversaire du barreau de Côte d'Ivoire. Plein succès à vous. Merci beaucoup. Et c'est clair que vous réussirez. Merci beaucoup. Merci, chère maître. Merci. Pascal, merci. Merci à vous, Christiane. Merci, Madame le bâtonnier. Herman. Merci beaucoup. Élisée, Merci. Daouda, merci beaucoup. On se retrouve donc demain. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.